C'est bon? C'est bon, est-ce que tout le monde est prêt? Ok, super, on va commencer. Désolée pour le retard, ça me fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à être venus pour faire des maths alors qu'on est lundi soir et qu'il est tard. En plus, pour faire de la géométrie, alors que c'est pas forcément une matière qui a la vie belle dans le standard des maths. Alors bon, aujourd'hui on va faire de la géométrie. Est-ce que vous pouvez me dire du coup de quoi on va parler à votre avis? Allez-y, donnez des réponses. Oui? De forme, ouais. De fenêtres, il y en a des malins qui connaissent déjà l'exposé. Des trucs plus précis, quand vous faites de la géométrie au lycée, au collège, vous étudiez quoi? Des triangles, ouais. Quoi d'autre? Ah bon? Des angles, ok, des triangles, des angles. Donc géométrie, qu'est-ce que c'est la géométrie? On me dit des sphères, des triangles, des angles. Pour fabriquer un triangle, il faut quoi? Ouais. J'ai pas entendu. Ah, faut que je répète. Oui, attends, tu dis quoi? Écrit plus gros? Ok. J'écris plus gros pour la suite. Là, j'ai écrit sphère, triangle et angle. Un triangle, il y a besoin de quoi pour le dessiner? Non, mais il y en a qui connaissent beaucoup. Oui, Pierre-Alexandre? Des points et des droites, merci. Voilà, on ne fait pas de géométrie si on n'a pas de points et de droites. En plus, là, c'est important, du coup, je l'écris en gros. Donc, en géométrie, on a quoi? Au début, on a des points. Après, quand on a des ensembles de points, ça peut être des droites. Après, on a d'autres ensembles de points, ça peut être des cercles, des choses comme ça. Il y a des notions qui sont plus ou moins évoluées. Aujourd'hui, on va juste parler de points et de droites. On va oublier tout ce qui est longueur, tout ce qui est repère orthonormé, tout ce qui est un cercle, parce qu'un cercle, c'est quoi? C'est des points qui sont à une même distance d'un centre. Du coup, pour parler de cercle, on a besoin de savoir ce que c'est qu'une distance. Nous, on garde juste des points et des droites. Vous aurez besoin seulement d'une règle et de tracer des points pour comprendre cet exposé. Voilà, donc ça, c'est pour les objets qu'on va utiliser. Donc, en géométrie, on utilise des objets. Deuxièmement, donc pour énoncer un théorème, maintenant, en géométrie, je vais dire, on prend un certain nombre de points, on prend un certain nombre de droites, il se passe tout un tas de choses. Mais pour pouvoir parler, il va falloir que j'ai des relations entre les points et les droites, que je montre des propriétés. Quel genre de propriétés je pourrais montrer? Oui? Des alignements, oui, c'est ça, dire que des points sont sur une même droite. Bon, il y en a une autre qui marche bien, c'est dire que des droites se coupent en un même point. Le fait que des droites soient concurrentes. Les droites parallèles, ouais, c'est une bonne idée, merci. Donc, on a des objets, on m'a donné en plus des relations entre les objets. Donc, est-ce que vous voyez avec ce feutre ou est-ce que j'écris en vert? On voit pas, ok. N'hésitez pas à dire si je parle pas assez fort ou s'il faut que je change le feutre. Donc, deuxièmement, on a besoin de... Et on n'entend pas trop. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort comme ça? Ok, je vais essayer. Donc, des relations entre les objets. Donc, par exemple, on a des points alignés, des droites concurrentes, des droites parallèles, on m'a dit. Parfait. Avec ça, on peut énoncer droite parallèle, droite concurrente. Bon, 1 ou 2 à concurrente? Merci. Voilà. Avec ça, on peut énoncer des théorèmes. Est-ce qu'on a assez de choses pour prouver des théorèmes maintenant? Oui. Un peu de logique, un peu de logique. Ouais, je sais pas, enfin ça dépend, c'est un peu vague, un peu de logique. Qu'est-ce que tu veux dire, genre peut-être des manières de vérifier si c'est bien aligné. Des manières de vérifier si c'est bien aligné, ça m'intéresse. En classe, quand vous voulez démontrer un résultat, vous faites comment? Ceux qui font encore des maths tous les jours, enfin, ou presque, ou au moins une fois par semaine. Oui? Vous voyez, c'est ça, vous utilisez des formules pour démontrer les exercices, ou des théorèmes peut-être que vous avez déjà... Ouais. Mais les théorèmes, comment vous avez fait pour les prouver? Par contre, moi non plus, j'entends pas, faut parler plus fort. On part d'axiomes, merci, on part d'axiomes. Parce que le problème, c'est que pour montrer les théorèmes, il faut d'autres théorèmes ou d'autres propositions. Et pour montrer les propositions, il nous faut encore d'autres propositions. Et à un moment donné, on ne peut pas tout montrer. Il faut qu'au début, on ait des propositions qu'on n'a pas montrées et dont on se dit, bon, celle-là, on va l'admettre parce qu'on n'imagine pas que ça puisse aller autrement, parce que ça nous arrange bien. Et donc, on admet des premières propositions pour après faire des vraies choses. Commencer à montrer des vrais théorèmes. Parce que là, je vais vous donner un axiome. Vous allez me dire, quoi, ça c'est un axiome, mais ça sert à rien. Bah si, c'est qu'il faut bien partir de quelque chose. Donc on va se donner une petite proposition qui nous permet de partir de quelque chose,
qui nous parle de points et de droites, qui va vous paraître toute bête, mais qui est en fait bien utile. Et qui, mine de rien, est assez vieille parce qu'elle date d'Euclide. Euclide, il y a des gens qui ont une idée de quand ça date? Comment? C'est ça, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est en gros le père de la géométrie. Et lui, quand il a commencé à faire de la géométrie, il a fait quoi? Il a pris des définitions. Il a dit que c'était qu'un point, une droite. Lui, il a en plus défini quelques trucs en plus parce que moi, je fais la version simple, on oublie les cercles. Lui, enfin, bon, il était quand même malin, Euclide. Du coup, il a défini un certain nombre d'axiomes pour tous ces objets compliqués. Nous, vu qu'on n'a que 2 objets, en fait, on va juste prendre un axiome, qui est l'axiome suivant. Un axiome. Etesto apopantos semeiou epi pan semeion eutaian gramen agagain. Donc, de tout point à tout point, on peut tracer une droite. Et nous, on va rajouter un truc dans la formulation moderne. De tout point à tout point, on peut tracer une unique droite. Si je vous donne 2 points, vous savez tracer une droite entre les 2. Bon, je vous avais promis, c'est pas un truc qui paraît très profond. Mais mine de rien, sans ça, on peut rien faire parce qu'on peut rien prouver, ça on l'a déjà vu. Et en fait, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc, axiome, ouais, je vais peut-être pas l'écrire en grec parce que je me souviens plus où on met les accents. De tout point, par 2 points, il passe une et une seule droite. Ouais. Merci. Oh, super. Il passe une et une seule droite. Voilà. Et avec ça, on peut faire de la géométrie. On n'a rien besoin d'autre. Donc, bon, là, vous pouvez... Donc ça, c'est Euclide. Là, vous pouvez vous dire que je vous ai un peu arnaqué quand même. Parce que je vous ai dit, Euclide, pour construire la géométrie dans ses éléments, il a utilisé des définitions et des axiomes. On a un axiome. Est-ce qu'on a des définitions? Non. Est-ce que quelqu'un veut essayer de me définir ce que c'est un point ou une droite, ou est-ce qu'on part du principe que vous êtes d'accord que c'est bizarre et... C'est bizarre. Parce que Euclide, il trouvait ça bizarre aussi, du coup, il nous a donné une définition qui, personnellement, on ne pense pas beaucoup, il nous a dit, je ne vais pas la faire en grec, un point, c'est quelque chose qui n'a pas de partie. Donc lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en gros, pour Euclide, une droite, c'est quoi? C'est plein de points à la suite. Un plan, c'est quoi? C'est plein de droites à la suite. Autrement dit, au fond, plein de points et plein de points. Et maintenant, un point, c'est quoi? Un point, on ne peut pas le découper en plein de petits trucs à la suite, donc un point, ça n'a pas de partie. Voilà. En fait, pourquoi il disait ça, Euclide? C'est parce que pour lui, lui, il était un peu dans la veine de Platon, de ces gens-là, pour qui il y avait des êtres mathématiques mystérieux qui vivaient dans le ciel des idées, là-haut. Genre, il y avait un point parfait, et nous, sur la Terre, voilà, on voyait des points, et on se disait, c'est un peu comme le point parfait. Et le point parfait, qu'est-ce que ça doit être un point pour être parfait? Ça ne doit pas être divisible. Et du coup, il se disait, voilà, un point n'est pas divisible. Maintenant, les maths, ça a évolué depuis, on ne croit plus trop au ciel des idées en maths. Du coup, quand on définit les objets, en fait, on les définit un peu comme ça nous arrange. Donc nous, on ne dit pas qu'un point, c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. On dit qu'un point, c'est quelque chose qu'on ne veut pas couper. Donc un point, c'est un objet. Par exemple, on pourrait dire un arbre, c'est un point. Dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'on s'interdit de parler des feuilles de notre point ou du tronc de notre point. Un arbre, c'est un tout, on appelle ça point. Enfin, ça, si vous avez fait des cartes au trésor en DM de maths au collège, je sais pas, ça arrive, vous avez dû voir ça. Du coup, pour faire la géométrie, je vous rappelle, on a besoin de points. Donc on va dire que nos points, c'est des sangliers, des éléphants, des sangliers, des théières et des arbres. Donc on essaye. Hein. J'ai dit les points, c'est ce qu'on veut. On va juste voir si ça marche. Et maintenant, on a dit quoi? C'est quoi une droite? Une droite, c'est juste un ensemble de points. Ah, j'ai pris le feutre qui marchait pas. Et des droites, c'est des ensembles de points. Donc n'importe comment. Par exemple, je peux dire que n'importe quel ensemble de points qui contient un sanglier et une théière est une droite. On va faire un exemple, ne vous inquiétez pas. Donc par exemple, les sangliers, je vais les appeler S1 et je sais pas, j'ai 2 sangliers, S1 et S2. J'ai une théière T1 et j'ai un arbre A1. C'est quoi les droites?
S2 à 1, ça, non, c'est pas une droite parce que c'est un ensemble de points, pardon, qui contient une théière et un sanglier. Donc S2 à 2, S2 à 1, c'est un ensemble de points, mais il n'y a pas de théière dedans. Il y a un sanglier, mais il n'y a pas de théière. Par contre, S2 T1 à 1, ça, c'est 3 points. C'est bien une droite, vu qu'il y a un sanglier et une théière dedans. En autre ensemble, tenez, vous avez aussi par exemple S2T1 tout seul. Ça, c'est aussi une droite, vu qu'il y a un sanglier et une théière dedans. Il y en a deux autres, il y a S1T1 et il y a S1T1. Ah non, il y en a plus que ça, pardon. Il y a S1T1 à 1 et il y a la droite qui contient tous les points. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre, genre mes droites, je fais des patates. Pourquoi? Parce qu'une droite, c'est pas un truc qu'on trace à la règle, c'est un ensemble de points, c'est tout. Donc une droite, c'est des ensembles de points qui contiennent des ensembles de points qui contiennent, c'est mieux, un sanglier et une théière. Est-ce que ce que j'ai dessiné là, c'est une géométrie? Non? Pourquoi non? Je te rappelle, pour une géométrie, il faut des points et des droites, et il y a un seul truc qu'il nous faut en plus. C'est l'axiome. Est-ce que ça vérifie axiome? Si je donne 2 points, est-ce qu'il y a toujours une seule droite qui passe par ces 2 points? Oui? Qui pense que oui? Oups. Qui pense que non? Ah, pas mal. Qui veut bien me dire, me donner par exemple 2 points par lesquels il y a plusieurs droites qui passent, pour que ça marche pas? Toi, tu dis tout le temps. Vas-y, celui qui t'est levé là. On prend S2 A1, ouais. Non, ça c'est pas une droite. Une droite, c'est juste un ensemble de points qui contient un sanglier et une théière. Donc avec un A et un... Ok, ça me va. Donc on prend S2 T1 A1. Ça c'est une droite qui passe par S2 et T1. Et on prend tous les points. Ça c'est une droite qui passe aussi par S2 et T1 du coup. Donc on a 2 droites qui passent par les mêmes points. Donc on ne vérifie pas les axiomes, on n'a pas de chance. Si vous voulez, du coup, je me suis amusée pour vous, j'ai regardé avec des sangliers et des théières si on peut faire quand même des géométries. J'en ai une, mais elle n'est pas très intéressante, je vous la donne quand même. Si on prend juste un seul sanglier et une seule théière, et qu'on dit qu'il y a une seule droite, du coup, qui est la droite qui contient le sanglier et la théière, ça c'est une géométrie, parce qu'on a 2 points, et quand on prend 2 points, il y a une seule droite qui passe par les 2 points. Voilà. Sauf que bon, une géométrie où il n'y a que 2 points, c'est pas fou en vrai. Du coup, on va pas parler de ça aujourd'hui, je vous rassure, on va rajouter des points, mais on va rajouter des points de façon un peu plus intelligente. Bon, voilà, maintenant on sait ce que c'est que la géométrie, on a des objets, on a des relations, on a un axiome, donc on va pouvoir montrer un théorème. On va démontrer le théorème de Pappus. Alors Pappus, déjà entendu parler? Un peu? Oui, bah oui. Pappus, il a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc lui, c'est un vieux mathématicien quand même. Mathématicien grec, mais il vivait en Égypte, parce qu'à l'époque, la Grèce, c'est grand. Et du coup, il connaissait vachement bien Euclide, et lui, il commençait à faire de la géométrie un peu plus élaborée. Il connaissait bien ses axiomes, il pouvait montrer des vrais théorèmes. Ouais, j'ai une brosse. C'est pas par mépris pour Euclide, hein. Euclide a fait des choses importantes, mais... Enfin, bon. Enfin, si vous lisez actuellement Euclide dans le texte, à part si vous êtes historien des sciences, ça vous intéresse pas trop. Donc... Maintenant, c'est parti, énonçons notre théorème de Pappus. Pappus d'Alexandrie, du coup. Alors, je vais vous expliquer le théorème, donc suivez bien pendant qu'on fait la figure. Vous n'êtes pas obligé de prendre de notes, il y aura un poly après si vous préférez. Ce sera peut-être plus simple. Suivez juste pour la figure là, du coup, parce que je la fais au fur et à mesure. Donc, on prend 2 droites. G et H. On prend 3 points sur chaque droite. Comme je le dis, il n'y a pas de longueur, équidistant ou pas, on s'en fiche, dans n'importe quel ordre. Et maintenant, on va relier ces 3 points en prenant un point sur G, on le relie à un point sur H, on revient à un point sur G, on relie à un point sur H, et on continue comme ça, en essayant de faire tous les points et de revenir au point de départ seulement à la fin. Donc c'est parti, je me lance. 1... On repart sur G, on revient sur H, c'est pas malin ce que je suis en train de faire. Hop. On revient sur H,
On repart sur G, on revient sur H, et là c'est bon, on a tous les points, donc on peut revenir au point de départ. Voilà. Je viens de tracer un hexagone. Pourquoi? Hexagone, on va faire un peu direct, là vous allez suivre. Dans hexagone, il y a hexa. Hexa, ça veut dire quoi? 6. Gone, ça veut dire quoi? Angle. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, parce qu'on dit quadrilatère pour 4 côtés, mais hexagone pour 6 angles. Les maths sont étranges, je sais pas pourquoi ça. Si quelqu'un a une réponse, ça m'intéresse d'ailleurs. Donc on a tracé un hexagone. Pourquoi? On a pris 6 points, on les a tous reliés entre eux. Maintenant les côtés se croisent, ok, au lycée on fait des jolis hexagones. Je pense qu'au lycée vous avez l'habitude de tracer ou au collège des hexagones, ou même à la maternelle pour faire des ruches, vous avez l'habitude de tracer des jolis hexagones comme ça. Bon, pas de chance, là il est un peu croisé dans tous les sens, mais c'est un hexagone quand même, voilà. Et comme c'est un hexagone, on va lui donner des noms, on va l'appeler A, B, C, D, E, F, donc A, on suit, le premier segment ça fait A, B, C, D, E et F. Voilà. Maintenant, comme vous vous rappelez, on n'a que des points et des droites. Donc maintenant, on a juste le droit de faire des intersections et de tracer des droites. Alors, ce qui est intéressant dans ce théorème, c'est donc, on a A, B, C, D, E, F, notre hexagone, et on va intersecter les côtés opposés de l'hexagone. Le côté opposé à AB, est-ce que vous voyez ce que c'est? Ouais? A, B, C, D... Presque, c'est DE. Si tu veux, on va le refaire sur... On le fait. Ouais, on va le faire sur ce dessin-là, c'est peut-être plus simple, parce que AB, C, D, E, F. Tu vois, AB, il est en face de DE. Ouais. On retente. Le côté, celui opposé à BC, du coup, là, c'est bon. EF, ouais. Et celui opposé à CD. Ok, super. Le bon moyen de faire, c'est que sur un hexagone, il y a 6 côtés. Du coup, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on prend un côté pour avoir le côté opposé. Vous pouvez vérifier que ça marche. On en compte 2 et on prend celui d'après. Donc là, AB. Après, il y a BC, CD. Donc on prend celui d'après, DE. Donc on va prendre les points d'intersection des côtés opposés, on a dit. Donc I, c'est l'intersection de AB et DE. Ça, je note inter, c'est pour intersection. Pour aller plus vite. On va prendre J, du coup, c'est BC inter EF. Et K, c'est CD inter FA. Donc je vais les mettre sur ma figure, et là vous allez me dire ce qu'il faut prouver. Donc AB avec DE, BC avec EF, et FA avec CD. J'ai entendu un truc, ouais? Ils sont alignés, on est d'accord. Et bien le théorème de Pappus nous dit ça exactement, les points IJ et K sont alignés. Donc voilà, vous venez de voir... Oui? C'est une très bonne remarque, merci, c'était ce que je voulais dire après. Là, je dis I, c'est l'intersection des deux, mais peut-être que ça n'existe pas, l'intersection. Des droites qui se coupent pas, ça existe. C'est quoi des droites qui se coupent pas? Des droites parallèles, exactement. Bah, du coup, on va voir. Il y a un théorème de Pappus, bah, nous, on va énoncer un théorème de Pappus apocryphe. Donc, apocryphe, ça veut dire, en général, en parlant d'écrits bibliques, que c'est des écrits qui ne sont pas forcément reconnus comme ayant été écrits par la personne qui est censée les avoir écrits. Donc, en gros, vous voulez avoir l'air intelligent, du coup, vous écrivez un roman et vous, d'Heroic Fantasy, vous le publiez au nom de Tolkien. C'est un roman apocryphe, du coup. Donc là, on va faire un théorème de Pappus apocryphe. On va regarder ce qui se passe dans le cas où I, par exemple, n'existe pas, où les droites AB et DE sont parallèles. On va faire une figure et on va voir ce qui se passe. Donc, on a nos deux droites. On a, donc, du coup, on a AB et DE qui sont parallèles. Et par exemple, on a C, F. Ma figure est pas terrible. Désolée, en fait, j'essaie de faire en sorte que les droites se coupent quand même dans la figure. Ouais, ça marche comme ça. C, D, A, F. Voilà. Là, on a un hexagone. Donc, on a AB et DE qui sont parallèles. J, ça va être, du coup, BC avec EF, J. Et K, ça va être FA avec CD, K. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur la droite JK dans ce cas-là? S'il y a des perpendiculaires, ça c'est embêtant, parce qu'on a dit qu'on avait le droit de parler que de parallèles. Les angles, je ne connais pas. Elle est parallèle à DE, exactement. Donc là, on fait Pappus théorème
de Pappus apocryphe 1, parce qu'il y aura un apocryphe 2. Si AB est parallèle à DE, les deux droites comme ça veut dire parallèle, alors JK parallèle aussi à AB et DE. Voilà, donc ça c'est un autre théorème qu'on aimerait bien montrer, Pappus apocryphe 1. Et à votre avis, ça va être quoi le théorème Pappus apocryphe 2? Là on a fait le cas où il y avait une des intersections qui n'existe pas. Ça se trouve, il y en a deux qui n'existent pas, même trois qui n'existent pas. Bon, on va regarder ce qui se passe s'il y en a deux qui n'existent pas. Allez. Pappus apocryphe 2. Maintenant, vous savez écrire apocryphe, du coup, je vais mettre juste ap 2. Comme ça fait apocalypse 2, c'est bien. Donc, on prend G et H. D, E, qui sont parallèles. On a BC et EF qui sont aussi parallèles. Oui, à peu près. Et du coup, CD et FA sont parallèles exactement. C'est ça qu'on aimerait bien montrer. Et donc ça, c'est le théorème apocryphe 2. C'est, en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a deux des points d'intersection qui n'existent pas, le troisième n'existera pas non plus. C'est le dernier truc qu'on aimerait bien montrer. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de Pappus apocryphe 3. Donc, si AB est parallèle à DE et BC parallèle à EF, alors CD parallèle à FA. Voilà. Maintenant, on a énoncé trois théorèmes. Il faut les démontrer. Quelqu'un, à votre avis, c'est lequel le plus simple des trois à démontrer déjà? On va commencer par le plus simple. Qui vote pour Pappus normal? Qui vote pour Pappus apocryphe 1? Qui vote pour Pappus apocryphe 2? Ok, on est d'accord. Plus il y a de droites parallèles, mieux c'est. Quand vous avez des droites parallèles, ceux qui ont des souvenirs de lycée, vous avez quoi comme théorème pour... en fait, même de collège. Vous avez quoi comme théorème pour bien comprendre ce qui se passe avec des droites parallèles? Thalès, merci. Je vais rappeler rapidement ce que c'est que le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est des rapports de longueur, exactement. Le théorème de Thalès, il nous dit quoi? Le théorème de Thalès, c'est le cas où on a deux droites qui se coupent comme ça, deux droites parallèles. C'est un truc sur des fractions égales. Ne vous inquiétez pas, je rappelle. On a si AC parallèle à BD, ZA sur ZB égale ZC sur ZD égale AC sur BD. Merci, c'est bien, il y en a qui connaissent, ça me rassure. Thalès, lui, c'est un vieux. Donc ça, c'est le théorème de Thalès. Il date de... alors, il est né en moins 625. Donc lui, c'est bien avant Euclide. Ça pourrait, en gros, être le père, je crois, de Pythagore et l'arrière-grand-père de Socrate. À peu de choses près. Donc voilà, vous imaginez, il est... Bon, on a quand même des anecdotes sur lui, c'est vachement marrant, je vous conseille d'aller faire un tour. Oui. Là, on a introduit des distances, c'est malin, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, on va étudier des théorèmes qui ne traitent que de points et de droites, mais on va utiliser des outils pour utiliser des distances. Mais c'est une bonne remarque, en effet. Parce que c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une preuve du théorème de Pappus sans distance, d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais bon, là, je vais tricher. Si tu as une preuve sans distance, enfin, tu me raconteras, ça m'intéresse. Donc voilà, le théorème de Pappus, il nous dit ça. Il nous permet de comparer des rapports de longueur quand on a des droites parallèles. Bon. Maintenant, nous, on n'a pas de rapport de longueur, mais on a des droites parallèles, donc c'est déjà ça. Donc là, je vais rajouter un point Z, qui est un peu en dehors du tableau, mais voilà, il est là. Z. Il n'était pas en dehors du tableau, c'est moi qui ai mal relié mes droites. Bon. Donc si on rajoute ce point Z, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thalès? Nous, on sait que AB est parallèle à DE. Donc on sait... Donc là, on va faire notre preuve. Démonstration. On sait que AB parallèle à DE. Donc quelqu'un peut me dire ce que ça me dit avec le théorème de Thalès, ça? J'écris sous votre dictée, hein. Si vous dites rien, j'écris pas. AB sur DE, ouais, égal.
égale, attends, ZA sur ZE, ouais, égale ZB sur ZD. Merci. On sait aussi que BC, tu gardes juste les droites noires en fait. Maintenant, on va faire la même avec les droites vertes, dont on sait aussi qu'elles sont parallèles. BC parallèle à EF. Du coup, bon, je vais le faire peut-être pour aller plus vite. BC sur EF égale ZC sur ZE égale ZB sur ZF. Voilà. Et nous, on veut montrer que des droites sont parallèles. Alors là, on va faire un petit tour de magie en prenant ça et ça. À partir de ça, on va fabriquer des rapports de longueur. Moi, ce que je vous dis, c'est que on va juste garder ça et on va garder ça. Ça, on va l'appeler 1, ça, on va l'appeler 2. Donc 1 nous dit quoi? 1 nous dit que ZE, c'est égal à, on le passe de ce côté-là, et on multiplie, c'est égal à ZA fois ZD sur ZB. OK? Et donc maintenant, on va regarder dans 2. Dans 2, on peut aussi écrire Z2. Z2, c'est ZC fois ZF sur ZB. Il y a ZB, il y a ZB. Conclusion, ZA fois ZD, c'est égal à ZC fois ZF. Là, on a des produits de longueur, on n'aime pas trop, du coup, je vais le remettre sous forme de rapport de longueur. Est-ce que si j'écris là, ça va? Ouais? Donc, je repasse en rapport. ZA sur ZF égale ZC sur ZD. Je vous le fais sur le dessin. Attention, est-ce que tout le monde regarde? On a ZA... Ah, je ne l'ai pas fait comme il faut. Replongez-vous dans vos calculs, je le réécris juste comme ça m'arrange. ZA sur ZC égale... C'est mieux comme ça. On a ZA sur ZC égale ZF sur ZD. Et là, on a gagné. Pourquoi? Parce que le théorème de Thalès, il marche, mais il y a aussi une réciproque au théorème de Thalès. Réciproque, ne vous inquiétez pas, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose qui est cool, mais qui n'est pas si compliqué que ça. C'est si les droites sont parallèles, alors on a ce rapport, ça c'est le théorème. La réciproque, c'est si on a ces rapports, alors les droites sont parallèles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a que ZA sur ZC égale ZF sur ZD. Autrement dit, on a les rapports qui sont égaux. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, le truc qui dit qu'on a le droit de remonter le théorème dans l'autre sens, les droites sont parallèles. Et on a montré notre théorème. T'es perdu? Est-ce que tu veux que je recommence au niveau des... quand on a calculé les rapports, ou est-ce que tu veux que je recommence avec la réciproque? Sûr? Sinon, tu viens me poser la question à la fin, si ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, CD, parallèle à AF. Et on a gagné. Bon, bien, on a montré un des 3 théorèmes. Maintenant, on a montré le plus facile. Et je pense que vos profs de maths vous ont bien appris que c'est pas parce qu'on a montré un théorème dans le cas où les droites sont parallèles qu'on l'a montré dans tous les cas. Bah, en fait, ils vous ont menti, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une méthode magique pour rendre des droites parallèles. Alors, pour ça, je vous ai ramené, on n'a pas besoin de grand chose, vous avez besoin d'une lumière de téléphone portable et de spaghettis. Je vous ai ramené mes spaghettis, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de volet dans la salle, du coup on ne peut pas projeter. Mais voilà, j'ai un théorème de Pappus en spaghetti et j'ai des droites en spaghetti. Ça marche aussi en dessinant sur une fenêtre, mais en fait là, je ne vais pas vous dire de tous vous pencher par la fenêtre, parce que les fenêtres sont un peu petites aussi. Donc on va imaginer que là j'ai une fenêtre comme ça à la verticale, là en bas j'ai le sol, et moi je dessine des trucs sur ma fenêtre là, avec mes spaghettis. Je mets une bougie, j'éclaire et je regarde l'ombre que ça fait sur le sol la nuit. Ok? Donc pour ça, maintenant je peux regarder ce que c'est que l'ombre d'un point. C'est pas compliqué, regarder l'ombre d'un point, c'est juste, on prend le point dont on veut connaître l'ombre, on prend la bougie, on trace le rayon lumineux qui passe par le point, on regarde où est-ce qu'il coupe le sol, ça nous fait un point, c'est son ombre. Ok? Donc à chaque fois que j'ai un point sur ma fenêtre, je peux regarder son ombre. Et là, normalement, il y a un petit malin qui me dit non, il y a des points qui n'ont pas d'ombre. Il n'y a pas de petit malin.
Ok, bon. Alors, imaginons que j'ai ma bougie... Là, j'ai toujours ma fenêtre. Hein. J'ai enlevé les spaghettis juste parce que j'ai que 2 mains. Imaginons que j'ai ma bougie à cette hauteur-là. Ce point-là, elle est où son ombre? Eh ben, elle est par terre dans la salle. On a un problème quand même. Le rayon lumineux, il est censé... Là, j'ai un rayon lumineux qui va de mon point à ma lampe. La lumière, c'est quand même la lampe qui va éclairer le point. C'est pas le point qui va dire à la lampe « éclaire-moi », mais de l'autre côté. Enfin, il y a un problème physique. Ça, c'est pas grave parce qu'on est en maths et quand je vous dis que je fais une ombre, c'est juste pour pas vous dire que j'intersecte une droite avec un plan. Mais en pratique, on peut tout à fait imaginer que la lumière va aussi dans l'autre sens. On arnaque un peu en maths, on dit la droite coupe aussi de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'il y a un cas où la droite ne coupe pas le sol? Où le rayon lumineux ne va pas couper le sol? Oui. C'est toujours, ouais, merci, c'est toujours le même problème. Si mon rayon lumineux est parallèle au sol, il ne va jamais aller couper le sol. Et du coup, je vais avoir que des trucs parallèles. Et pas de point d'intersection. Donc, c'est quoi les cas de figure où j'ai des droites parallèles? C'est si j'ai ma bougie, et je regarde tous les points qui sont du coup à la même hauteur que la bougie sur la fenêtre, tous ces points-là. Les rayons lumineux, ils vont faire comme ça. Ils vont jamais couper le sol, ils y restent parallèles. Du coup, ils n'auront pas d'ombre. Donc, conclusion, nous, on est en train de fabriquer une super transformation géométrique, une transformation qui à la place de notre figure, nous donne une nouvelle figure, une ombre de figure. Mais cette transformation, elle ne transforme déjà même pas un point en un point. Du coup, c'est mal barré. Une transformation, nous, on a des objets, on veut quand même continuer à étudier nos objets. Donc, on aimerait bien que des points restent des points et des droites restent des droites. Sauf que, on a dit qu'un point, c'est quoi? C'est pas forcément juste un truc dans le plan, un truc sur ma fenêtre. Un point, c'est ce que je veux. Du coup, on va considérer plus de points. On va rajouter des points dans notre plan. Au lieu de dire que des droites parallèles ne se coupent pas, on va dire comment ça, les droites parallèles ne se coupent pas? Bah, moi, je vais inventer des points où se coupent les droites parallèles. Et je vais les appeler des points à l'infini. Donc, c'est parti, changeons de géométrie. On va faire ce qui s'appelle de la géométrie projective. Projective comme projeter des points qui sont sur la fenêtre. Alors, déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de points à l'infini? Imaginez deux droites séquentes. Je reviens dans 2 minutes pour les faire avec mes bras. Voilà, imaginez 2 droites séquentes, comme ça en un point. Et on va imaginer qu'on rend ces droites au fur et à mesure parallèles. Qu'est-ce qu'il arrive au point d'intersection? Il part là-bas, enfin côté à droite pour vous. Il part de plus en plus là-bas. Et clac, quand mes droites sont parallèles, où est-ce qu'il est le point? Voilà, à l'infini de ce côté-là. Je peux le faire dans l'autre sens. J'ai mes droites parallèles. Pas parallèles, pardon. Je les rends de plus en plus parallèles. Clac, j'ai un point à l'infini. Et en fait, je peux faire comme ça, rendre de plus en plus parallèles, puis revenir comme ça. En fait, j'ai un point à l'infini qui est à la fois à gauche et à droite, et qui est le point d'intersection de mes 2 droites parallèles. Si c'est pas très clair, c'est pas grave, parce que je vous rappelle que nous, les maths dans le ciel des idées, on a arrêté. Donc ça, c'est l'intuition qui fait que les mathématiciens ont envie de dire que des droites parallèles se coupent à l'infini. Maintenant, on va faire la version formelle. Donc on va dire que on va définir une géométrie. Oh, purée, c'est celui qui marche pas. Donc, on commence par définir des points. En points, on va prendre les points qu'on connaît déjà. Donc, on prend les points du plan. Et on va rajouter quoi? On va rajouter un truc, je vous dis qu'on le rajoute, pour l'instant, vous allez me croire, et après, on va voir pourquoi ça marche bien. On va dire qu'à chaque fois qu'on a une direction dans le plan, on rajoute un point qu'on appelle le point à l'infini de la direction truc. C'était comme tout à l'heure, si on avait un éléphant qui s'appelait Serge et une théière qui s'appelait, je sais pas, Pénélope, on pouvait faire la droite qui passait par Serge et Pénélope. Bah là, c'est pareil. On va faire le point qui s'appelle plus, pour chaque direction D, du coup. On prend le truc qu'on appelle le point à l'infini dans la direction D. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Ce qu'on dit juste, c'est que quand on prend une droite de notre plan, si elle a la direction D, elle passe par le point à l'infini de la direction D. Donc, de la direction D. Comme ça, c'est long à écrire, je vais juste l'écrire infini, comme ça, c'est un 8 renversé, avec un petit D en bas. Ça, c'est juste une abréviation. Du coup, je la garde dans le tableau. Les droites, du coup,
On verra après ce qu'on prend comme droite. Pour l'instant, on va juste prendre les droites qu'on connaît déjà, les droites du plan. Et comme relation, donc, on avait dit alignement, etc. Maintenant, on va dire que, du coup, on a dit une droite de direction D passe, non, plutôt une droite passe par un point à l'infini, par un point infini D, du coup, si et seulement si, donc j'écris après, je vous explique. Elle a pour direction D. Donc si seulement si, ça veut dire quoi? C'est juste une abréviation pour dire si une droite passe par un point qui s'appelle infini D, qui est un point d'infini, alors elle a pour direction D. Et inversement, si une droite a pour direction D, alors elle passe par le point infini D. Donc bref, par exemple, toutes les droites verticales passent par un même point à l'infini qu'on appelle le point infini vertical. Et il n'y a pas d'autre droite qui passe par ce point infini vertical. Pour qu'une droite passe par le point infini vertical, comme son nom l'indique, il faut qu'elle soit verticale. Donc maintenant, là, on a fait un truc un peu bizarre. Est-ce que... On va juste essayer de voir, déjà, pourquoi est-ce que ce truc est intéressant. Si je prends deux droites parallèles maintenant, est-ce que quelqu'un voit pourquoi elles se coupent en un point à l'infini? Et si oui, en lequel? C'est quoi deux droites parallèles? C'est deux droites qui ont même direction. Ok? Pour l'instant, qui se coupent jamais, mais deux droites parallèles, pour l'instant, tu es d'accord, c'est deux droites qui ont la même direction. Donc appelons D cette direction. La première droite, elle a la direction D. Du coup, elle passe par le point infini D. La deuxième droite, elle a la direction D. Du coup, elle passe par le point infini D. Du coup, les deux droites passent par le point infini D. Du coup, les deux droites se coupent en le point infini D. Voilà. C'est juste une définition. On a gagné. Deux droites parallèles. Donc, des mots, enfin, remarques, plutôt. Deux droites parallèles. Parallèles ont même direction. D. Donc, elles passent par l'infini D. Donc, elles ont un point d'intersection à l'infini. Voilà, on a gagné. Bon, maintenant j'ai des points et des droites. Est-ce que je peux faire de la géométrie? Là, je suis triste de ne pas entendre répondre. Est-ce que je peux faire de la géométrie à partir du moment où j'ai des points et des droites? Ouais, il y a un... Oui? Merci. Non, il faut vérifier l'axiome. Vous vous souvenez des sangliers, des théières et des arbres? Il faut vérifier l'axiome avant. Donc elles ont un point d'intersection. Est-ce que mes points et mes droites vérifient l'axiome? Ben, on va voir. Si je prends deux points du plan, est-ce que j'ai une droite qui passe par ces deux points? Oui, merci. C'est comme d'habitude. Donc, quand on a deux points du plan, on a une droite du plan qui passe par ces deux points. Maintenant, si je prends un point du plan et un point à l'infini, par exemple le point à l'infini direction D, est-ce que j'ai une droite qui passe par mon point et mon point à l'infini? Comment est-ce qu'on la construit? On veut une droite qui passe par le point infini D. Donc, on veut une droite de direction D. Donc, mettons que c'est mon point d'infini pour cette direction-là. Donc, je veux une droite qui est cette direction-là. Maintenant, je veux aussi qu'elle passe par mon point P du plan. Donc, je fais quoi? Je prends une droite avec la bonne direction, je décale jusqu'à ce qu'elle passe par mon point. Et du coup, c'est bon, si je prends un point du plan et un point à l'infini, j'ai une droite qui passe par mon point du plan et mon point à l'infini. Il nous reste un cas à traiter. Si je prends deux points à l'infini, est-ce que j'ai une droite qui passe par ces deux points? Merci, non, parce que je n'ai pas deux droites, je ne peux pas avoir une droite qui a deux directions à la fois. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Tout à l'heure, on n'avait pas de point d'intersection, on en voulait un, on en a rajouté. Maintenant, on n'a pas de droite et on en veut une. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la rajouter, merci. Du coup, on va dire qu'on va prendre les droites du plan et en plus, on va prendre une droite bizarre qui est la droite qui contient tous les points à l'infini. Et on va l'appeler la droite à l'infini. Donc, plus une droite égale à, du coup, l'ensemble des points à l'infini.
Donc c'est comme tout à l'heure, on a dit que les droites c'était des trucs qui passaient par des sangliers et des théières. Bah là on dit qu'une droite, c'est soit une droite comme on en voit tous les jours, soit l'ensemble des points qui sont à l'infini. Voilà. Bah là c'est bon. Je vous rassure, on a fini notre construction. C'est fini pour la partie formelle, parce que là on peut vérifier que, pour le coup, notre axiome est bien vérifié, et c'est bon. Donc là, en rouge quand même c'est important. OK pour l'axiome. Donc là, on a défini une nouvelle géométrie qui s'appelle la géométrie projective. Cette géométrie, elle est super cool. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. Déjà, cette géométrie va nous permettre de démontrer le théorème de Pappus. Ça, c'est chouette. Ensuite, cette géométrie a été inventée par un mathématicien français qui s'appelait Desargues au début, non, je ne sais pas si au début à la fin, mais au XVIe siècle, 16e, 17e. Et du coup, c'est chouette parce que c'est une géométrie qui permet de montrer très simplement le théorème de Pappus, qui est un théorème qui avait plus de 1000 ans après que le théorème ait été énoncé. Du coup, c'est pas mal. Dernièrement, l'intérêt de cette géométrie, c'est que pourquoi on fait de la géométrie projective depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on a notre transformation là. On essaie de faire des trucs, des ombres, et on veut que quand on fait nos ombres, il y ait des points qui marchent bien, etc. Et donc, pour que la transformation marche, on a fabriqué une géométrie. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que plutôt que de dire, bon, on va faire des définitions, des axiomes, et ensuite on va regarder un peu les théorèmes qu'on peut prouver, les transformations qu'on peut faire, on s'est dit, il y a une transformation qui nous intéresse, maintenant on va faire tout ce qu'on peut pour que la transformation marche, on va fabriquer des axiomes pour que cette transformation soit intéressante. Et ça, c'est un point de vue très nouveau et très intéressant en maths, qui a été mis au goût du jour par le mathématicien allemand Felix Klein au début du 19e siècle, dans un texte qui s'appelle le Programme d'Erlangen, qui est un très joli texte que je conseille plutôt aux matheux, enfin aux scientifiques d'entre nous, on va dire, ou aux futurs scientifiques d'entre nous, mais qui du coup a dit en géométrie, bah, on regarde d'abord des transformations et après on va s'embêter avec les axiomes. Voilà, ça c'était juste pour le petit point histoire. C'est pas grave si vous n'avez pas suivi pour l'instant. Donc, petit résumé de juste ce dont il faut se souvenir. Maintenant, 2 droites parallèles se coupent toujours. Éventuellement, 2 droites se coupent toujours. Si elles sont parallèles, elles se coupent à l'infini. On a du coup des droites dans le plan, et on a une droite qui contient tous les points à l'infini, qu'il ne faut pas s'imaginer, voilà, qui existe juste. Et avec ce truc-là, on va faire de la géométrie maintenant. Déjà, vous pourriez me faire remarquer que tout à l'heure, j'ai fait un truc qui ne servait à rien. Parce que je viens de vous raconter que 2 droites se coupaient toujours. Du coup, Pappus apocryphe 1 et Pappus apocryphe 2, bah, ils servaient à rien. Hein. Enfin, je sais plus qui m'a dit, assiste-toi, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si l'intersection n'existe pas? J'aurais dû te répondre, mais si l'intersection existe, elle est à l'infini. Regardons ce qui se passe, par exemple. Pappus apocryphe 1, il nous dit quoi? Du coup, Pappus apocryphe 1, il nous dit, AB et DE sont parallèles. Autrement dit, I est un point à l'infini, dans cette direction-là. Et Pappus apocryphe 1 nous dit, bah dans ce cas-là, JK est parallèle à AB. Autrement dit, JK et AB se coupent à l'infini. Autrement dit, la droite JK passe par le point à l'infini dans la direction de AB. Autrement dit, JK passe par le point à l'infini dans la direction de AB et DE qui sont parallèles. Sauf que le point à l'infini dans la direction de AB et DE, on a dit que c'était qui? I. Du coup, Pappus apocryphe nous dit JK passe par le point à l'infini de la direction AB, ou autrement dit de la direction DE, autrement dit par le point I. Donc Pappus apocryphe nous dit exactement que les points I et JK sont alignés. C'est comme Pappus, sauf que dans ce cas-là, on a un point I qui est à l'infini. Pappus apocryphe 2, c'est la même chose, sauf qu'on a I et J qui sont à l'infini, et du coup K aussi à l'infini. Donc en fait, ce formalisme permet de faire en sorte d'unifier tous les théorèmes sous forme d'un théorème de Pappus généralisé, que du coup je vais appeler un théorème de Pappus anachronique, parce que Pappus ne pensait pas forcément ça en disant son théorème, vu qu'il ne connaissait pas la géométrie projective. Voilà. Donc maintenant, que les droites se coupent ou pas, les points d'intersection... que les droites soient parallèles ou pas, les points d'intersection existent. Conclusion, on peut faire notre transformation. Donc au lieu de prendre notre fenêtre maintenant, et notre sol, et de regarder le long des points de la fenêtre sur le sol, on va prendre notre fenêtre, et tous les points à l'infini qui existent sur la fenêtre, et on va regarder leur ombre sur le sol, et tous les points à l'infini qu'il y a sur le sol. Et donc ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je prends un point de ma fenêtre, soit il a une ombre directement sur le sol, soit il est au niveau de la bougie, auquel cas le rayon lumineux est parallèle au sol et du coup il a un point d'intersection avec le sol qui est un point à l'infini sur le sol. Et dernier cas de figure, ça se trouve c'est un point qui est à l'infini sur ma fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ne vous perturbez pas avec ça, on ne va pas en parler maintenant.
J'ai expliqué ce qui se passait dans le police, s'il y en a que ça intéresse, qui veulent aller voir. Voilà. Faut juste savoir, être conscient qu'il y a aussi des points à l'infini sur la fenêtre, mais on va pas en parler ce soir, et on va plutôt essayer de montrer le théorème de Pappus. C'est quoi l'intérêt de ma transformation? On a dit, c'est qu'il y a des points qui, pas de chance, n'arrivent pas sur des points sur le sol quand je fais leur ombre, mais partent à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Si sur ma figure j'ai deux droites, et par malheur, je mets leur point d'intersection au niveau de la bougie, qu'est-ce qui va se passer sur l'ombre? Sur l'ombre, on va avoir deux droites, dont le point d'intersection sera à l'infini. Autrement dit, ce sera deux droites parallèles. Voilà. Donc récapitulons, si je prends deux droites qui se coupent en un point, je mets ma bougie au niveau de ce point, j'éclaire, je regarde l'ombre dans la rue, enfin sur le sol, j'ai deux droites parallèles. Autrement dit, j'ai une transformation qui m'a pris deux droites quelconques et qui me les a transformées en deux droites parallèles. C'est quand même assez génial ça. Maintenant, on va jouer à mieux. Hein. Maintenant, j'ai pas assez de spaghettis, mais si je prends deux droites parallèles ici et deux droites parallèles là, et que je veux envoyer celle-là sur deux droites pas parallèles ici et deux droites pas parallèles là, et que je veux les rendre parallèles d'un côté et parallèles de l'autre, est-ce que je peux le faire? Je fais comment? Pour rendre des droites parallèles, il faut que j'envoie leur point d'intersection à l'infini. Donc il faut que je mette leur point d'intersection au niveau de la bougie. Ok? Donc ce que je fais, si j'ai deux droites pas parallèles, je prends ma bougie, je la mets au niveau de mes deux droites pas parallèles, comme ça. Là, ma bougie est au niveau de ma tête, en gros. Et là, boum, je projette. Et les points vont tous les deux partir à l'infini. Et donc je vais avoir des droites parallèles d'un côté et des droites parallèles de l'autre. Maintenant, allez, on joue un peu plus. Si je prends, j'ai plus assez de mains, j'ai plus assez de spaghettis, plus rien. Mais si je prends des droites pas parallèles ici, des droites pas parallèles là, et encore des droites pas parallèles, est-ce que je peux toutes les rendre parallèles sur ma figure? Il y en a qui disent non avec un air triste. Pourquoi on peut pas? Enfin, pourquoi on peut pas? Vas-y. Faudra envoyer 3 points à l'infini, exactement. Pour envoyer les points à l'infini, on a dit on les met au niveau de la bougie, sur cette droite-là. Est-ce qu'on peut toujours mettre ces 3 points de notre figure sur une droite? Bah, seulement s'ils sont alignés. Sinon, on va pas pouvoir les mettre sur la même droite. Du coup, si je veux envoyer, si j'ai 6 droites, pas parallèles, pas parallèles, pas parallèles, et je veux tout rendre parallèle, bah, ça marche que si mes 3 points sont alignés. Mais sinon, mes 3 points d'intersection des droites. Sinon, c'est pas grave, je peux déjà faire, si j'ai déjà 2 points d'intersection, je peux déjà tout rendre parallèle. Bah maintenant, c'est parti, appliquons. Hein. Je sais rendre des droites parallèles. Bah maintenant, je vais tricher, j'ai un théorème où j'ai pas de droite parallèle, où je veux des droites parallèles, bah je vais rendre des droites parallèles. Donc là, j'ai un super théorème de Pappus, mais j'ai pas de quoi l'éclairer. Du coup, je mets mon théorème de Pappus sur ma fenêtre, et je l'éclaire. Et j'essaie de rendre des droites parallèles. Qu'est-ce que je vais rendre comme droite parallèle? Qu'est-ce que vous avez envie de rendre parallèle sur le théorème de Pappus? Je vais peut-être refaire une figure rapidement. Petit indice, on ne veut pas trop se fatiguer. On a déjà montré des trucs avec des droites parallèles. Donc quelle droite vous avez envie de rendre parallèle? Réfléchissez le temps que je fasse la figure, je veux la réponse après. Donc rappel théorème de Pappus, on avait G, H, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E et F. Et du coup, on prenait AB inter DE, c'était I. J, c'était BC avec EF. Alors du coup, allez-y, vous voulez rendre quoi comme droite parallèle? On a le droit à 2 couples de droites parallèles. Donnez-moi un couple de droites. Oui. AB et DE, bonne idée. Si je rends AB et DE parallèles, j'arrive dans ce cas particulier. C'est déjà pas mal, j'ai plus de droites parallèles. On a le droit à 2 couples de droites. Qui m'en donne un deuxième? Pas toi. Oui? BC et EF, merci. Qu'est-ce qui se passe si je rends AB et DE parallèles d'un côté et CD et EF parallèles? Donc ça veut dire sur mon dessin, je mets I et J au niveau de la bougie et je regarde l'ombre maintenant. Comment? C'est le théorème de Pappus apocryphe. On obtient Pappus apocryphe 2, merci. Ça va un peu vite, du coup je vais réécrire ce qu'on fait.
Donc, on a démontré le théorème de Pappus. Je vous le fais une dernière fois en récapitulant pour aller un peu plus vite. On veut montrer le théorème de Pappus. On le dessine sur notre fenêtre. On a une transformation qui consiste à prendre l'ombre, qui est une transformation un peu mystérieuse, mais peu importe, mais qui a la propriété intéressante d'envoyer des points sur les points, des droites sur des droites, et de nous autoriser à rendre des droites parallèles. Donc, on prend notre théorème de Pappus dans le cas général, et on va lui appliquer cette transformation de manière à rendre certaines droites parallèles. Dans le théorème de Pappus, on va montrer que I, J, K sont alignés. Donc, I, J, K sont alignés, c'est vrai si et seulement. Enfin, c'est vrai, montrer que I et J et K sont alignés, ça revient à montrer que quand on prend leur ombre, I', J' et K', leurs trois ombres sont alignées. Du coup, pour montrer le théorème de Pappus, il nous suffit de lui appliquer la transformation pour se ramener à un cas particulier et montrer que dans le cas particulier, qui est l'ombre là qu'on a, les points I, J et K sont alignés. Et donc, comme cas particulier, on va choisir le cas où on a envoyé ces points I et J à l'infini en faisant l'ombre, de manière à ce que sur le dessin, à la place de droites AB et DE qui se coupent n'importe comment, on ait des droites gentiment parallèles, et que de même, à la place de BC et F, on ait des droites parallèles. Et donc, vu qu'on s'est dit qu'au lieu de démontrer le théorème de Pappus sur la fenêtre, on allait se ramener au cas particulier sur le sol, on s'est ramené. On a dit, pour montrer le théorème de Pappus, il n'y a plus qu'à montrer un cas particulier, qui est le cas où on a deux droites parallèles A', B', D', E', B', C', E', F', et on veut montrer que les deux dernières droites sont parallèles. Et ça, c'est ce qu'on a montré au tout début de la séance avec le théorème de Thalès. Donc, on a fini le théorème de Pappus. Et juste avant de finir, j'ai un dernier truc à ajouter. C'est la puissance de la géométrie projective. Parce que là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré un théorème dans un cas particulier, où on avait des droites parallèles, et on a dit après, ce théorème est vrai dans un cas particulier, donc on fait nos transformations avec la fenêtre et tout, et donc il est vrai en général. Et ça, c'est la beauté des transformations géométriques, c'est ça ce qui fait que le mathématicien allemand dont je vous parlais, Klein, au 19e siècle, était vraiment un génie. C'est qu'en travaillant avec des transformations géométriques, on peut faire en sorte de se ramener toujours à des cas particuliers qui sont plus simples à montrer. Et ça, c'est cool. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous d'être venus. Vous êtes extrêmement nombreux, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de gens, donc on a un peu été pris au dépourvu à la dernière minute. Mais bon, on espère que l'exposé s'est bien passé. J'aimerais juste faire une petite remarque personnelle sur cet exposé-là. Moi, en fait, j'ai passé le concours de Polytechnique pour rentrer ici. Et à Polytechnique, il y a une épreuve, c'est une école d'ingénieur, il y a une épreuve qui s'appelle l'ADS. Et à cette ADS-là, on a 2 heures, on a un document gros, et on doit le présenter au bout de 2 heures. Et moi, en fait, j'ai eu comme thème la géométrie projective, et en particulier le théorème de Pappus dedans. Et alors comme ça, on peut se dire, oulala, c'est un sujet de l'X, bon, c'est un sujet de l'X, mais je n'ai rien compris en sortant de l'exposé, enfin en sortant de l'ADS. J'ai eu 8 et c'est vraiment pas une bonne note. Et je suis ressorti, j'avais rien compris. Et je peux vous assurer qu'en lisant le poly qu'elle a fait, ben, tout m'est devenu simple. Alors j'espère que ça aura été la même chose pour vous. En tout cas, moi personnellement, j'aurais compris le théorème de Pappus. Je pense qu'on saura. Alors, merci beaucoup. Lucas dit qu'il a tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Ou s'il y a quelques questions, n'hésitez pas. Après, il est tard, donc si vous voulez rentrer chez vous...